Nous sommes ici à Istanbul, au sommet de la stratégie prophétique. Et alhamdoulilah, nous avons une vue sur la mer de Marmara. Et alhamdoulilah, nous avons aujourd'hui une émission avec notre invité régulier, Sami Hamdi. Sami Hamdi, assalamu alaikum wa rahmatullah, et bienvenue à nouveau dans Prophetic Insights. Merci de m'accueillir. Jazakallah khair. Merci de nous rejoindre. Nous sommes à ce sommet de la stratégie prophétique. Quelles sont tes réflexions sur ce que tu as vu jusqu'à présent? Ça a été quelques jours longs et j'ai remarqué que tu es resté debout très tard à parler avec des gens à chaque coin de cette conférence. Mashallah, tu sembles avoir beaucoup de conversations avec beaucoup de monde. Je voulais justement te demander pourquoi tu fais ça. Mais d'abord, donne-moi tes impressions sur la conférence. Je pense que l'intérêt de cette conférence, c'est que des personnes de toute l'Oumma qui sont impliquées dans des projets pour engager et mobiliser la communauté se retrouvent tout au même endroit. Donc c'est presque comme un stage intensif de 6 jours pour prendre le pouls de ce qui se passe dans ces différents endroits de l'Oumma. Que ce soit par exemple en France où ils luttaient contre la loi Adam par exemple et cette loi chercherait à assimiler la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Et apparemment, il y a maintenant une nouvelle tentative prévue vers la fin d'année. Ils déplacent simplement l'antisémitisme vers l'antiracisme pour que ce soit plus acceptable pour une population française qui a été profondément choquée par la tentative des sionistes de porter atteinte à leur liberté d'expression. Vous avez par exemple des Sud-Africains qui viennent discuter des attaques xénophobes qui ont lieu, parce que le président Ramaphosa est trop craintif pour s'opposer aux Américains, qui exercent une forte pression sur l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont porté l'affaire devant la CIJ. Et donc il menace l'accord de libre-échange, il menace l'accord ECO, et par conséquent le président doit trouver un autre bouc émissaire pour les problèmes économiques. Au lieu de blâmer les sionistes et les Américains qui exercent cette pression économique sur l'Afrique du Sud, au lieu de blâmer le monde musulman qui a trop peur de soutenir l'Afrique du Sud parce qu'il ne veut pas offenser les sionistes et les Américains qui exercent cette pression économique sur l'Afrique du Sud, le président a décidé que ce seraient les immigrés qui serviraient de bouc émissaire. Et ils ont cette xénophobie. L'idée à TPSS, c'est existe-t-il des récits? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour contrer cette haine et la réorienter vers la justice, vers ce qui est juste? Vous avez par exemple ceux qui viennent de Malaisie et d'Indonésie, qui s'assoient et discutent du fait que la Malaisie est minée par les divisions. Désormais, il y a plus seulement 4 ou 5 partis musulmans, il y en a encore plus. Ce groupe qui s'était initialement rassemblé, avec le rêve de créer une Malaisie prospère, est maintenant divisé. Mahathir, Anwar, Mouhidine et de nouveaux noms qui émergent ici et là. Quel avenir pour la Malaisie à l'avenir, sachant que ces divisions font que leur économie leur échappe de plus en plus et qu'ils risquent même de perdre leur capacité à s'affirmer comme un État indépendant, pris même en étau entre la Chine et les Amériques. Que peut-on faire pour mobiliser la communauté afin de poursuivre ces affaires? Il y a beaucoup de personnes dont les droits sont bafoués, qui sont emprisonnées pour des raisons pour lesquelles elles ne devraient pas l'être, ou qui sont traînées devant des tribunaux dans une tentative des sionistes de les intimider, ainsi que la communauté, pour les réduire au silence. Existe-t-il d'autres pratiques dans d'autres pays où des avocats ont réussi et dont nous pourrions tirer profit de leurs tactiques, où ils disent voici l'argument juridique que vous devriez utiliser, voici comment nous avons procédé, voici comment vous pouvez en bénéficier également. Il y a ceux qui, dans le domaine mondial de l'IA, sont actuellement très en avance sur nous. Pourquoi? Le développement de l'IA nécessite une liberté qui, tout simplement, n'existe pas dans de nombreuses parties du monde musulman. Et dans le monde non musulman, les pionniers de l'IA, nous sommes techniquement inexistants parmi ceux qui font avancer cette IA. Alors, lorsque des gens viennent ici et disent que dans cet environnement où nous risquons d'être en position de faiblesse, où l'IA pourrait un jour être utilisée pour permettre aux drones de tuer encore plus d'enfants à Gaza et ailleurs, comment pouvons-nous développer une forme d'éducation qui nous permette de comprendre l'IA? Comment dépasser l'éducation traditionnelle comme celle de Walid Koudous, par exemple, que tu as interviewé ici? Comment avancer pour pouvoir s'impliquer? Y a-t-il beaucoup de personnes ici qui montrent comment elles utilisent l'IA? Même quelque chose d'aussi simple que les jeux vidéo. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, certains de mes amis, moi je n'y ai jamais joué, mais moi j'étais plutôt FIFA, mais beaucoup de mes amis jouaient à Call of Duty. Et dans Call of Duty, c'était souvent des Occidentaux qui tiraient sur des Russes, des Afghans ou d'autres. Et cela ne semblait poser aucun problème par rapport à la loi en Europe ou même à la loi en Amérique. Lorsqu'un jeu est sorti vers les années 2010 ou peut-être au début des années 2000, qui inversait la situation, où ce seraient les Afghans et les Russes qui tiraient sur l'autre camp, l'UE a justement interdit ce jeu parce qu'ils ont compris que ce n'était pas juste un jeu. C'était la normalisation au niveau subconscient de l'image que l'on se fait d'un méchant. Et c'est pourquoi vous avez des personnes comme Peter Gould qui viennent ici, qui prennent le livre Tales of Khayyam, qui essayent de créer un jeu à la Assassin's Creed afin de tenter de normaliser ce à quoi pourrait ressembler une identité musulmane. Pour ceux qui ne lisent pas le livre ou pour les... C'est ça le point. C'est pourquoi je soutiens toujours que parmi les conférences de l'année, beaucoup ne sont en réalité que des événements de réseautage.
Mais ici, au TPSS, on a vraiment l'impression en repartant d'avoir pris le pouls de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand tu dis, tu sais, Samy, t'es toujours là à discuter à droite à gauche, ce que tu sous-entends, c'est que c'est moi qui parle. C'est moi qui écoute. C'est moi qui vais voir chacun, et à chaque fois, tu découvres une idée qui n'est peut-être pas encore aboutie, mais tu te dis, voilà une idée qui peut vraiment aller loin. Et alhamdoulilah, je suis là depuis 5 des 6 jours. C'est incroyable de voir tout ce qui se passe et tout ce qu'on espère pouvoir apporter à ce que nous avons. Maintenant, avant de poursuivre l'épisode, j'ai besoin de m'adresser directement à vous pendant un instant. Depuis quelque temps, beaucoup d'entre vous me disent la même chose. Vous êtes abonné, vous avez activé les notifications, mais notre programme hebdomadaire n'apparaît tout simplement pas dans votre fil d'actualité. Vous ne rêvez pas. Nous avons vu les chiffres de notre côté aussi. Voici la réalité. À cause des sujets que nous abordons, des questions qui nous tiennent à cœur, des questions qui vous tiennent à cœur, nous pensons être victimes d'un shadow ban. La plateforme ne nous bannit pas ouvertement. Elle s'assure simplement, discrètement, que moins d'entre vous voient ce que nous publions. Aucune explication, aucune notification, juste une portée réduite. Nous n'avons absolument pas l'intention d'arrêter de traiter ces sujets. C'est un point qui n'est pas négociable. Mais cela signifie que nous avons besoin de votre soutien et de votre aide pour que ce contenu atteigne réellement les gens. Alors voici ce que je vous demande de faire, et cela ne vous prendra que 2 minutes. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner et tout aussi important, activez la cloche. Les notifications sont la seule chose que l'algorithme ne peut pas complètement enterrer. Deuxièmement, rejoignez notre groupe WhatsApp et nos chaînes Telegram. Les liens se trouvent dans la description de l'émission ci-dessous. De cette façon, lorsqu'un nouvel épisode sort, vous l'apprenez directement de notre part, et non d'un algorithme qui décide si vous méritez de savoir ce qui sort. Troisièmement, inscrivez-vous à ma newsletter Substack. Pour la même raison. C'est une liste que nous possédons, pas une liste qu'une plateforme peut discrètement limiter. Et enfin, et peut-être le plus important, si quelque chose que nous publions vous parle, partagez-le. Envoyez-le dans un groupe de discussion, à un ami, à votre famille. Nous allons commencer à proposer des messages WhatsApp prêts à l'emploi que vous pourrez simplement copier et transférer. On va vous faciliter la tâche au maximum. Donc rien de tout cela n'a à voir avec des métriques de vanité. Il s'agit de s'assurer que lorsqu'une plateforme décide que ces conversations sont moins pratiques pour elle, cette décision ne soit pas la seule qui compte. N'oubliez pas, nous sortons un nouvel épisode chaque vendredi à 18h. Heure du Royaume-Uni. Assurez-vous d'être parmi ceux qui le voient vraiment. Jazakallah khair. Donc pour rester sur ce point, je voudrais parler de Trump, du protocole d'accord et de l'opinion publique américaine. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, tu sais, j'ai remarqué que t'aimes parler à plein de personnes différentes un peu partout dans la conférence. T'es toujours en train de discuter avec des petits groupes de personnes. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de chercher à obtenir de toutes ces conversations que tu entretiens ? Ma vision des carrières et de la vie en général, parce que les questions que tu reçois surtout de la part des plus jeunes, c'est, quel conseil as-tu à me donner pour ma carrière à l'avenir ? C'est que moi, je pense que tout le monde suppose qu'une carrière est linéaire, et je suis pas vraiment sûr d'où cette idée nous est venue. Quand on lit sur Ibn Sina ou Abu Hamid al-Ghazali, on voit qu'ils étaient des polyglottes. C'était des gens qui faisaient plein de choses en même temps. Ils faisaient de la médecine, de la philosophie, de l'algèbre et des algorithmes. Leur carrière n'était pas tracée. Ils étaient célèbres pour une chose tout en faisant d'autres. Al-Biruni, Ulugh Beg et bien d'autres. Je me demande toujours à quel moment sommes-nous passés de ces polyglottes experts dans tant de domaines à cette obligation d'être expert dans un seul domaine pour réussir sa carrière. Je commence par là car j'aime m'installer dans ces petits cercles et écouter les gens pour découvrir des univers inhabituels pour moi. Quelqu'un va dire une chose tout à fait normale dans son monde et je me dis « Oh mon Dieu, c'est vraiment comme ça ?» Je veux dire, je me suis assis avec Peter Gould lors de notre rencontre. On est resté assis ensemble pendant 10 heures, littéralement sans interruption, au point d'en oublier de manger, simplement parce qu'il évolue dans un univers complètement différent, ou du moins qui semble totalement différent du mien. Mais plus on parlait, on réalisait que c'est un seul monde, juste divisé entre nous, avec tant de place pour faire croiser nos univers. Je me souviens, il m'a dit « Samy, certaines de ces histoires devraient vraiment être intégrées dans des jeux vidéo. » Maintenant, je peux comprendre ça dans le sens où, tu sais, la raison pour laquelle j'aime autant les dramas chinois et l'histoire chinoise, c'est qu'il y avait un jeu auquel j'ai joué à 12 ans, qui s'appelait Dynasty Warriors. J'ai acheté le livre original et il se trouve que les Chinois le considèrent comme l'un de leurs ouvrages majeurs. Je comprends tout à fait le lien. Ouais. J'ai découvert les royaumes ouest africains grâce au jeu Civilisation, avec Askia du Songhai, Sundiata Keita et d'autres. Quand j'en parlais, on s'étonnait. Comment tu connais les royaumes ouest africains ? J'ai répondu franchement. Je l'ai appris par un jeu.
Quand on était assis, je lui ai dit qu'à Cordoue, beaucoup de musulmans sentent qu'ils ne voient pas vraiment l'héritage de ce qu'était la ville. Et je lui ai dit, eh bien, ce serait génial si quelqu'un avait par exemple des lunettes ou un téléphone où tu pourrais, grâce à l'IA, simplement faire défiler comme ça et ça te montrerait Al-Mansour avec son armée qui est en Cordoue et ça te montrerait tous ces autres savants devant chez eux et tu sais que l'IA, ça te donnerait comme un aperçu de leur vie, tu vois. Par exemple, je sais que Raad et El Jouni ont quelque chose de similaire. On voit où se trouve le chevauchement. Ce qui me pousse à demander, sommes-nous vraiment divisés au point de devoir tous suivre nos carrières, s'efforcer d'y réussir et être des experts dans nos domaines? Ou bien est-ce que nous sommes tellement déconnectés des mondes des uns et des autres que nous sommes incapables de devenir comme l'était Ibn Sina, comme l'était Al-Biruni? Au lieu d'apporter mon aide à ces groupes, je leur demande « Décris-moi ton monde ». Je vois un arbre et la mer, mais toi, que vois-tu? Il répondra « Les vagues sont plus petites ». Un autre te dira « Je vois que la marée n'est pas haute ». Un autre encore te dira « Je vois qu'il y a de l'ombre ici et que c'est profond là-bas, parce qu'on peut le voir à la couleur ». Un autre te dira « Je vois que c'est un peu trouble de ce côté-là, parce que, au début, chacun remarque quelque chose de différent. Si tu mets tout cela ensemble, tu obtiens une image complète de la mer. Mais tu ne peux pas l'avoir tout seul. Et c'est ainsi que fonctionne l'Umma. C'est comme ça que tu reconnectes l'Umma. Chacun te décrit à quoi ressemble l'Umma selon sa perspective. La délégation turque demande « Pourquoi vous n'installez pas quelque chose ici ou ne faites rien ici ?» Et je leur réponds « Parce que lorsque nous vivons dans le monde occidental, par exemple, même s'il y a des avantages et des inconvénients à vivre dans le monde musulman, dans le monde occidental, il y a des avantages que nous apprécions encore plus, notamment notre capacité à dire des choses qui, peut-être, vous offenseraient trop rapidement. Ces choses-là, quand ça te permet alors de te poser une question quand tu es allongé la nuit. Oh là là, où est-ce que je me situe dans tout ça? Oh là là, pourquoi suis-je en dehors de tout cela? Allahumma, est-ce que je suis en dehors de tout cela parce que mon cœur n'est pas encore assez prêt à servir? Et donc, tu m'as refusé l'opportunité de servir? Et si c'est le cas, Allahu alam, c'est similaire au processus qu'Adam a évoqué à Taria. Allahumma in lam yakun ghadabun alayya. Si tu n'es pas en colère contre moi, fala ubalish. Allahumma, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Allahumma, si je suis exclu de ces mondes parce que tu es en colère contre moi, alors Allahumma, je me repens auprès de toi maintenant. Je demande pardon maintenant parce que Wallahi ya Rabbi, le monde de ce gars-là est génial. Ce projet que cette personne mène est génial. Ce que cette personne fait, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse y apporter. Et tu sais ce qui me brise le cœur, Janal? Je conclue là-dessus. C'est que lorsque les gens présentent leur projet ou qui me disent « Samy, voilà à quoi ressemble mon univers et j'aimerais avoir ton avis », je leur réponds « Wallahi, dans ce domaine, je suis un ignorant. J'ai peur que si je dis quelque chose, je gâche ton projet. » J'adore que les gens pensent que je peux en faire partie. Et venir à ces conférences me pousse vraiment à réfléchir et à reconsidérer les choses. J'étais sur cette trajectoire. Peut-être que je devrais l'ajuster en conséquence. Et le mot que j'utilise souvent à TPSS, c'est « est-ce que je peux expérimenter ?» Je réussirai peut-être pas, mais est-ce que je peux expérimenter pour apprendre à travers ce processus? Même si j'échoue, j'apprends quelque chose sur la façon dont ton univers fonctionne. Et cela me sera utile plus tard. Ça m'a beaucoup servi quand, tu sais, on disait que Harris devait perdre. Ça m'a beaucoup servi quand je pensais que le Parti travailliste devait perdre les élections municipales. Peut-être que ça me servira à l'avenir alors qu'on essaie d'empêcher la réforme au Royaume-Uni. Zakrahir. Parlons du sujet d'aujourd'hui, l'Iran. Le protocole d'accord qui a été signé à Islamabad est, à mon avis, effectivement arrivé à son terme. Je veux dire, Donald Trump a dit que c'était fini. Il y a eu des actes de représailles directs et des séries de frappes aériennes entre les deux pays au cours des derniers jours. Les Américains ont frappé des cibles en Iran. Les Iraniens ont attaqué des intérêts américains, principalement à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie et dans d'autres endroits. Il semble maintenant que ces négociations aient échoué. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Et je suppose que ma question est qu'espère obtenir l'Iran et qu'espère obtenir Trump? Parce qu'il semblait, d'après notre conversation précédente, que Trump était désespéré de trouver une forme de sortie à cette crise. Il a des élections de mi-mandat qui approchent. Il a reconnu l'échec de l'approche israélienne, qui visait à provoquer un changement de régime. Et vous savez, il a reconnu qu'il y avait eu un échec et donc il voulait une porte de sortie. Cela semble être l'inverse en ce moment. Comment comprenez-vous cela? Il y a un dicton militaire dans la guerre chinoise qui dit que si vous assiégez un ennemi, laissez-lui une porte de sortie pour qu'il puisse s'échapper, afin qu'il ne finisse pas par se débattre et se battre comme un animal acculé. L'Iran dispose de 2 points de levier clés dans cette négociation avec Donald Trump, qui étrangle les Américains. Le premier, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, où les navires sont bloqués. Les bateaux ont du mal à passer. Cela affecte le prix du pétrole.
Cela affecte les prix du gaz. Cela perturbe l'approvisionnement en engrais pour l'agriculture américaine. Cela provoque un mécontentement qui était déjà très présent aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat. Donald Trump pense que tant que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, il est sous pression temporelle pour conclure un accord afin de se concentrer sur ses élections de mi-mandat. Et que la seule façon d'y parvenir est de faire des concessions et d'accepter des conditions que le monde considérera comme une défaite américaine et une transformation historique des dynamiques régionales, dont l'Amérique ne se relèvera jamais. Trump pense qu'il est piégé. Le deuxième levier, c'est le Liban. L'Iran montre que le Liban doit faire partie de l'équation et il met la pression sur les Américains et les Israéliens concernant le Liban, insistant sur le fait que l'Amérique ne devait pas avoir la possibilité de céder quoi que ce soit aux Israéliens dans ces négociations. Ce que je veux dire, c'est que l'Amérique disait « je peux apaiser Israël et l'Iran », c'est-à-dire je peux donner à l'Iran son accord et je peux donner le Liban à Israël et de cette façon, les Israéliens qui sont contents que je ne sois pas allé en guerre contre l'Iran seront satisfaits avec le Liban et les Iraniens qui sont mécontents que je sois allé en guerre seront apaisés par l'accord où je lève les sanctions et je débloque les milliards de dollars. L'Iran dit « non, je ne vais pas te laisser ménager la chèvre et le chou. Je veux aller encore plus loin, parce que je sais que c'est Israël qui t'a entraîné dans cette guerre au départ. Je ne te laisserai rien donner aux Israéliens, y compris le Liban. » Et quand Trump a d'abord dit « d'accord, très bien, tu sais, Trump, le Liban va être inclus », puis Israël a dit non, et il a dit que c'était exclu. L'Iran a tiré des missiles sur Tel Aviv pour dire en gros qu'il n'y aurait pas d'accord si le Liban n'était pas inclus. Donc Trump est coincé, parce que s'il ne donne pas quelque chose aux Israéliens, comme tu l'as vu avec les médias américains, ils se retournent tout de suite contre Donald Trump. Ils se sont mobilisés contre Donald Trump. Et tu sais, il y a toujours cette rumeur que les dossiers Epstein ressortent à chaque fois que Trump et les Israéliens s'affrontent. Trump veut un accord, mais pas dans ces circonstances. Trump veut un accord dans lequel il a un peu de marge de manœuvre. Trump veut un accord dans lequel il n'est pas contraint par les élections de mi-mandat. Il lui reste encore 2 ans. Et donc, il essaye d'affaiblir l'un des deux leviers. D'abord, il s'attaque au détroit d'Ormuz, en disant « Ok, l'Iran pense pouvoir me mettre la pression. Je vais passer du côté omanais et je vais créer une route où les navires pourront circuler. Et de cette façon, l'Iran n'aura plus autant de leviers. Les prix du pétrole vont baisser. Les prix du gaz vont baisser. Le transport maritime reprendra et ça veut dire que je pourrai respirer. L'impact économique du détroit d'Ormuz ne pèsera plus sur le peuple américain. Et donc, je suis plus sous pression intérieurement pour conclure un accord. Je peux me concentrer sur les élections de mi-mandat. Quand il a créé cette route, je dis pas qu'il l'a fait avec les Omanais. Les Omanais essayent en quelque sorte de trouver un équilibre entre les deux. Les Iraniens, quand ils ont vu les navires commencer à emprunter cette route, ont envoyé des drones et ont frappé les navires. Ils ont dit « on se fiche de ce que les Américains vous ont promis. On se fiche de la route qu'ils ont tracée. Vous passez par la nôtre. » C'est maintenant une humiliation pour les Américains. Imaginez dire aux navires qu'ils sont protégés, et puis les Iraniens envoient des drones bon marché qui vous frappent, ce qui veut dire que vous devez faire demi-tour. C'est humiliant pour Donald Trump. Donc Donald Trump attaque maintenant les Iraniens, leur disant « j'ai besoin que cette route soit ouverte dans le détroit d'Ormuz ». Et les Iraniens répondent « absolument pas ». Au Liban, Trump a tenté autre chose. Trump est allé voir le gouvernement libanais, lui, les Israéliens et certains États du Golfe, et leur a dit « écoutez, on n'aime pas la façon dont l'Iran utilise le Liban comme levier. Nous sommes d'accord avec l'approche de Trump qui consiste à donner quelque chose à l'Iran et quelque chose aux Israéliens. Ne laissez pas les Iraniens négocier en votre nom. Vous venez négocier en votre propre nom et voici un accord cadre. Allez le signer et déclarez que vous êtes indépendant de l'Iran et vous négocierez en conséquence. Et nous savons que vous détestez le Hezbollah tout autant que les Américains et les Israéliens. » Et le gouvernement libanais a répondu « oui, c'est vrai ». Alors ils ont dit « très bien, faites en sorte que cela dépende, mettez le Hezbollah dans une impasse, s'ils tiennent à l'avenir du Liban, ils déposeront les armes et respecteront le gouvernement libanais, et s'ils ne se soucient pas du Liban, alors ils poursuivront la guerre et vous rejetteront. » Le gouvernement libanais voit là une occasion en or de reprendre enfin le contrôle du Sud et de pousser le Hezbollah à se désarmer. Il signe donc un accord selon lequel Israël se retirera lorsque le Hezbollah aura déposé les armes. Le gouvernement libanais dit « c'est notre chance en or d'envoyer l'armée dans le sud du Liban et de le reprendre au Hezbollah, qu'il a dirigé presque de façon autonome pendant les 15 ou 20 dernières années. » Le Liban a signé cet accord. Succès pour Trump. Imaginez si l'Iran se dit défenseur du Liban alors que les Libanais eux-mêmes agissent. Avant, Israël niait tout rôle au Liban. Maintenant, les Libanais disent « nous voulons nous représenter seuls. Nous refusons que Téhéran parle pour nous. » C'est un revers d'image majeur pour les Iraniens, soi-disant défenseurs de l'Oumma et de Gaza. Et maintenant, le Hezbollah dit « nous n'allons pas nous désarmer, nous allons garder nos armes », ce qui crée un affrontement entre le Hezbollah et le Liban.
Ce que je veux dire, c'est que Trump essaye d'affaiblir les deux leviers. La raison pour laquelle l'Iran ne peut pas abandonner ces deux leviers, c'est que s'il ne contrôle pas le détroit d'Ormuz, Donald Trump n'a aucune raison de lui donner l'argent. Si l'Iran abandonne le Liban, alors Hadi al-Amiri en Irak, Nouri al-Maliki en Irak, les Houthis au Yémen, les restes de leurs partisans en Syrie se retourneront et diront « L'Iran ne peut pas nous protéger. L'Iran ne prend pas soin de ses alliés. » Cela briserait tout le système de proxy que l'Iran a mis en place et qui permet à l'Iran de faire pression sur tous les voisins régionaux, comme l'Arabie Saoudite, comme tous, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Qatar. Pour l'Iran, c'est existentiel. Ces deux leviers sont existentiels. Ce n'est pas un choix. Et l'Iran pense qu'il ne met pas Trump complètement sous pression. Ils essayent de dire à Trump « J'aurais pu fermer le Bab el-Mandeb avec les Houthis. Je ne l'ai pas fait. C'est ma stratégie à la chinoise de te laisser la voie ouverte. » Et Trump dit « Tu m'étranges trop fort, je peux pas négocier avec toi comme ça. Je veux un accord, mais pas dans ces conditions. » Et je pense que la dernière dynamique qui mérite d'être mentionnée ici, c'est celle-ci. Il s'agit pas seulement de Trump. Trump n'est pas le seul à vouloir désespérément affaiblir le levier de l'Iran. Les États du Golfe, tous sans exception, y compris les États du Golfe sans exception, disons à l'exception peut-être d'Oman parce qu'Oman entretient de bonnes relations avec les deux parties, les États du Golfe sans exception sont terrifiés et paniquent à l'idée d'un ordre mondial ou régional où les Américains permettraient à l'Iran d'être aussi puissant. Ils veulent que les Iraniens perdent l'un de leurs deux leviers. Certains États du Golfe préfèrent qu'ils perdent le Liban, car leur menace immédiate, ce sont les proxys, les milices irakiennes au nord, les Houthis au sud. D'autres veulent le détroit d'Ormuz, car toute leur économie dépend du GNL ou de choses similaires. La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il est facile de présenter la question comme un affrontement entre Trump et l'Iran. Mais quand on regarde le bombardement de l'aéroport de Sanaa et les Houthis qui frappent les Saoudiens, il est clair que ce n'est pas seulement Trump et Israël. Comme je l'ai dit dans le premier podcast que nous avons fait lorsque la guerre a éclaté, ma plus grande crainte n'est ni Trump ni les Iraniens. Ma plus grande crainte, c'est que les États du Golfe rejoignent une alliance et une coalition contre les Iraniens, et que cela passe d'une guerre d'Israël à une guerre régionale où nous paierons tous le prix. La raison pour laquelle nous sommes ici, au final, c'est pour obtenir un accès permanent à l'eau, à l'assainissement et aussi créer un fonds afin de protéger les habitants contre l'augmentation des taxes foncières et contre le risque d'être déplacés parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'eau. Nous sommes ici à Sand Branch, au Texas. Sand Branch, Texas, ici même, en plein cœur du Texas. Au cœur du Texas, là où ils n'ont pas d'eau potable. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour nous assurer que tout le monde ait qu'ils aient de l'eau vitale, et c'est pour ça que nous sommes là. Merci de vous joindre à nous. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est vraiment de cette eau courante. Ouais, ça nous aiderait vraiment beaucoup. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils aient l'eau courante municipale et l'assainissement municipal. Pendant qu'on prépare une solution à long terme, on rencontre les habitants et on constate les besoins. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une journée de service à Sand Branch. Nous avons distribué de l'eau à tout le monde, ce dont chacun a besoin chaque semaine. Je vous remercie infiniment et je remercie chacun d'entre vous d'être venu aujourd'hui et nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce qui a été accompli. On vous aime et passez une excellente journée. Veuillez visiter btml.us/thinkingmuslim pour faire un don maintenant. Laissez-moi comprendre, où se situe en ce moment l'équilibre? Qui a l'avantage dans ce genre de rapport de force entre les Américains et les Iraniens? J'ai compris tout ce que vous avez dit et j'ai saisi les points de levier que vous avez mentionnés. Je veux dire, vous savez, historiquement, nous avons soutenu, et je pense que vous avez soutenu aussi, que l'Amérique ne réfléchit pas de manière particulièrement stratégique et qu'elle n'a pas réfléchi stratégiquement à ce conflit, et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée dans ce bourbier en suivant en fait les renseignements israéliens, et cela a été un échec particulier. Mais d'après ce que vous venez de dire, il y a en fait une certaine réflexion coordonnée dans la façon dont les Américains envisagent désormais de gérer l'Iran, n'est-ce pas? De votre point de vue, vous savez, est-ce que et jusqu'à présent, nous avons soutenu que les Iraniens avaient vraiment l'avantage.
Vous savez, ils ont vraiment mené la danse dans une certaine mesure dans ce conflit avec l'Amérique, et les Américains ont toujours été sur la défensive. D'après ce que vous avez décrit jusqu'à présent, où voyez-vous où situez-vous la ligne d'équilibre? Est-ce du côté des Iraniens en ce moment? Est-ce qu'ils sont en avance ou bien les Américains? Cela dépend de la façon dont on mesure le succès dans cette guerre. Si on le mesure en termes d'image, l'Iran a clairement l'avantage, dans le sens où la puissance militaire américaine est perçue comme nettement diminuée. Et l'Iran, avec l'aide des Qataris, pousse désormais ce récit selon lequel il est, vous savez, une sorte de grand défenseur capable de tenir tête et... Si l'on parle concrètement, économiquement, militairement, l'Iran a réussi à se défendre, mais n'a pas vraiment réussi à infliger des dégâts significatifs aux bases militaires américaines présentes dans la région. Elles sont toujours utilisées pour les vols américains qui décollent. Je pense pas que l'Iran ait réussi à mettre hors service une quelconque base militaire. Il se peut qu'il en ait endommagé une ici ou là, mais les avions continuent de décoller de ces bases. Ouais. Donc ce n'est pas comme si les bases militaires américaines étaient affaiblies. Si l'on aborde maintenant le volet économique, l'Iran est parvenu à résister efficacement et à tenir bon face à l'assaut israélo-américain. Mais les fonds nécessaires n'ont toujours pas été débloqués. Les sanctions n'ont pas été levées. Il est vrai que les États du Golfe, les Qataris, les Émirats Arabes Unis, potentiellement les Saoudiens, je suis pas sûr que les Saoudiens aient versé de l'argent, mais il est vrai que les Qataris et les Émirats Arabes Unis ont promis de l'argent aux Iraniens en échange d'être retirés de la liste des cibles identifiées par les Iraniens. Vous remarquerez que ces derniers jours, les Iraniens tirent sur le Koweït et Bahreïn. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont désormais dans une certaine mesure exclus, ou du moins ils l'étaient, des frappes ciblées iraniennes. Si vous êtes à Téhéran et que vous voyez les dégâts que subit l'Iran, Ouais. est-ce que tu te considères comme ayant gagné lorsque tu arrives à une impasse où Trump campe toujours sur ses positions et refuse de lever les sanctions, et que si tu cèdes sur un quelconque levier, il ne levera probablement pas les sanctions? Trump n'est pas digne de confiance, dans le sens où il ne tiendra pas ses promesses. Vous vouliez, en tant qu'Iranien, que les États du Golfe restent en dehors de tout ça, et vous avez frappé les États du Golfe pour leur dire « quiconque s'en mêle sera frappé ». Mais ne nous mentons pas. Pour que des avions aillent frapper l'Iran, ils doivent traverser l'espace aérien arabe. Ils doivent passer par des bases arabes. Pour reprendre les mots de Donald Trump, on utilise les bases saoudiennes. Et même s'il voulait nous arrêter, ce n'est pas comme s'il pouvait vraiment nous en empêcher de toute façon. Sous-entendant que le prince héritier Mohammed Ben Salman a demandé aux Américains de ne pas utiliser les bases saoudiennes, Trump a dit à MBS « Tu ne normalises pas pour moi. Je t'ai laissé du temps pour la normalisation. Ne me demande surtout pas de ne pas utiliser les bases militaires. » Les Qataris, pris entre les Iraniens et les Américains, essaient de ménager les deux camps et peinent à y parvenir. Je pense qu'aux mots de Hamad Ben Jassim, l'ancien premier ministre qatari. Je ne sais pas qui est en train de gagner ici. Oui. Parce qu'avec l'escalade de Trump, et maintenant qu'il va encore plus loin, c'est une escalade où il n'est pas clair de savoir qui va céder le premier et qui va faire marche arrière. Ouais, c'est bien ça. L'autre point qui mérite d'être soulevé est le suivant. À quoi ressemble le succès ? L'hypothèse ici, c'est que s'il y a un accord de paix entre les Américains et les Iraniens, alors c'est une victoire pour la région. Parce qu'un accord de paix signifie qu'il y a la paix dans la région. Je soutiens que c'est l'inverse qui se produit. Une fois qu'il y a un accord, l'agresseur passe d'Israël à l'Iran. Donc maintenant, Israël est forcé par les Américains de se retirer, tandis que les Iraniens relâchent à nouveau les milices irakiennes, relâchent à nouveau les Houthis et relâchent à nouveau le Hezbollah, non pas contre Israël et les Américains, mais comme ils l'ont déjà fait auparavant, contre la région elle-même. Quoi ? Parce que si vous avez battu les Américains, et si vous avez gagné, si c'est le cas, alors c'est une occasion en or de vous réaffirmer une fois de plus. Donc, si on parle de victoire, est-ce qu'on s'approche de la plus près de la paix ? Et ça, c'est une victoire. Je pense pas que nous nous rapprochions de la paix. C'est une victoire. Alors, mettons aussi cela de côté. Quelles autres dynamiques existent pour pouvoir le mesurer ? Est-ce que Nous le mesurons dans le sens où un nouvel ordre régional est en train de s'établir ? Allons dans ce sens, car c'est celui que tout le monde a mentionné. À quoi ressemble ce nouvel ordre régional ? Ça ressemble aux Houthis qui s'enracinent à Sanaa après avoir fait un coup d'État en 2014, tandis que les Yéménites continuent de se plaindre que nous n'avons pas les moyens de chasser les Houthis et de reprendre notre pays. Donc, les Houthis commencent à consolider leur position et à prendre plus de territoire au Yémen, tout en essayant de s'imposer comme les maîtres du pays. Parce qu'Abdelmalik al-Houthi estime qu'il est haram pour quiconque n'est pas issu de l'Alul Bayt de gouverner le Yémen.
Les milices en Irak, qui se sont affrontées avec les Américains au sujet du prochain Premier ministre, penseront désormais que, puisque l'Iran et les Américains ont réussi à trouver une trêve, il est beaucoup plus facile pour l'Iran de nommer le Premier ministre irakien, comme cela a déjà été le cas par le passé avec Haïder al-Abadi, Adel Abdelmahdi ou encore Nour al-Maliki. L'alliance entre Muqtada al-Sadr et Nour al-Maliki s'est effondrée. C'est l'Iran qui a ordonné à Muqtada al-Sadr, au nom du Walayat el-Faqih, d'aller rejoindre Nour al-Maliki et de soutenir son gouvernement. Parce que le risque était que si Nour al-Maliki ne parvenait pas à former un gouvernement, les sunnites pourraient revenir au pouvoir. C'était le récit à l'époque. Donc en termes d'ordre régional, cet ordre régional n'est pas un ordre dans lequel l'Iran, en tant que puissance actuelle, maintient la paix dans la région. C'est un Iran dont les proxys sont désormais bien implantés. Et il n'y a aucune chance que l'Arabie Saoudite le tolère. C'est pourquoi il semble que l'Arabie Saoudite ait bombardé le soutien de Sanaa, partant du principe que si Trump frappe les Iraniens et qu'il ne va pas céder, il va continuer à le faire. Alors, voyons si nous pouvons affaiblir les Houthis et peut-être que nous pourrons forcer les Houthis à accepter un accord au Yémen qui mettrait fin à la guerre qui a éclaté après que les Houthis se sont alliés avec le dictateur Ali Abdullah Saleh pour prendre le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que ce nouvel ordre régional est intolérable pour les États du Golfe. Donc c'est simplement une autre poudrière qui mènera également à la guerre. Pour revenir à votre question, qui est en train de gagner? Oui. Clairement, la région qui ne t'aime pas. Les Israéliens optent pour le 4e scénario. Les Israéliens sont vraiment contrariés que les Américains les aient forcés à faire la paix avec les Iraniens. Alors, les Israéliens, via le Somaliland, invitent le président du Somaliland et lui disent « Écoute, maintenant tu es un paria pour tout le monde musulman. » C'est comme le même de Voldemort, tu vois. Genre, t'as mis ta confiance en moi. Maintenant, t'as mis ta confiance en moi. Alors maintenant, le Somaliland demande « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Parce que maintenant, on est un paria pour tout le monde. Israël dit « Je veux une base militaire. » Regarde maintenant où cette base militaire est positionnée. Je sais pas. Si tu demandes à tes monteurs, ils mettront une carte à l'écran. Tu vois, c'est sur le Bab el-Mandeb. Tu sais, le Bab el-Mandeb que l'Iran pourrait exploiter et qui causerait des conséquences catastrophiques. L'économe. Les Israéliens disent « Écoutez les gars, ne vous détournez pas de moi parce que l'Iran vous a intimidé. Je vais installer une base sur le Bab el-Mandeb, aux côtés des Émirats Arabes Unis. Donc, si jamais les Houthis essaient de le fermer, nous avons les moyens, via le Somaliland, d'aller frapper les Houthis pour dégager cette zone, si jamais les Houthis décidaient de le faire. Cela signifie que les Israéliens et les Émiratis établissent des bases militaires non pas en vue de la paix, mais en vue d'une guerre plus vaste, en vue d'une nouvelle confrontation avec l'Iran, en vue d'un nouveau combat contre l'Iran. Et si Trump a dû céder à cause de ces points de pression, redessinons maintenant la région pour empêcher que ces leviers ne puissent à nouveau faire pression sur Trump. Ce que je veux dire, c'est regardez comment tout le monde bouge dans la région. Ils n'agissent pas comme si la paix arrivait. Ils agissent sur la base que la guerre arrive. Il y a un analyste saoudien extraordinaire. J'encourage toujours les gens à lire Hicham bin Abdulaziz, qui a tweeté avant le protocole d'accord que même s'il y a la paix, le statu quo actuel est intenable pour tout le monde dans la région. On ne peut pas continuer comme ça. Cela signifie qu'une paix qui ne traite pas ce statu quo intenable ne sera qu'une pause avant qu'une nouvelle guerre n'éclate. Et effectivement, il avait raison, une guerre a de nouveau éclaté. Et c'est pourquoi je demande, quels sont vos critères de réussite ici? Parce qu'actuellement, de mon point de vue, Trump, en pleine hystérie, bombarde les Iraniens refusent de céder et eux aussi intensifient l'escalade. Les Israéliens se réjouissent de cette escalade. Les États du Golfe s'inquiètent de cette escalade. Et maintenant, tout le monde s'arme et se prépare à la guerre. Je pense que ça va être une vraie bagarre générale. Ce sera comme, je sais pas, quelqu'un m'a dit l'autre jour en plaisantant, il m'a dit « Samy, on dirait Super Smash Bros. Tu sais, quand tout le monde se bat dans une mêlée générale. » Et c'est vraiment ce que ça donne comme impression. Parce que pour Donald Trump, et c'est là-dessus que je veux conclure, il est important de comprendre ce que ressent Donald Trump en ce moment. Si vous voulez comprendre pourquoi les Américains frappent les Iraniens, ce que l'Iran demande à Donald Trump, c'est la reddition. Et Trump sait que c'est une reddition. Et si vous y réfléchissez, si Trump conclut ces accords, qui seront les plus bruyants, qui crieront au peuple américain que c'était une reddition? Ce ne seront pas les Iraniens, ce seront les Israéliens. Ils diront, vous voyez, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout avec nous maintenant, regardez, il a capitulé. Et ils vont crier, et il y a de fortes chances qu'ils apportent leur soutien à Marco Rubio, qu'ils essayent de pousser Marco Rubio et de lui dire, s'il te plaît, vas-y et termine ce que ramasse Trump n'a pas voulu faire. Concernant l'escalade entre les Saoudiens et les Houthis, pour expliquer cela à nouveau, il y avait une trêve informelle de 4 ans entre les deux camps qui a été rompue, et elle a été rompue après la frappe saoudienne sur l'aéroport de Sanaa. Pourquoi les Saoudiens ont-ils frappé l'aéroport de Sanaa? Quelle est l'idée derrière cela? On ne sait pas clairement si ce sont les Saoudiens qui l'ont frappé ou si ce sont les Américains qui ont frappé les Houthis via l'Arabie Saoudite.
La raison pour laquelle je dis cela, c'est que la réponse des Houthis, en tirant quelques missiles sur l'Arabie Saoudite, semble avoir été un avertissement à l'Arabie Saoudite pour lui dire de ne pas s'impliquer dans cette affaire, de rester en dehors. Nous savons que vous permettez aux avions de décoller depuis l'Arabie Saoudite, mais nous sommes prêts à tolérer cela parce que nous comprenons que vous n'avez pas réellement le pouvoir de l'empêcher. Mais n'intervenez pas activement, ne les laissez pas nous frapper via ces bases. Et il semble qu'à ce stade, il n'y ait pas eu d'autres échanges de missiles ici et là. C'est ça. Les Saoudiens, je pense que le dilemme auquel ils sont confrontés en ce moment, et je vais le formuler strictement d'un point de vue politique, en mettant la morale de côté un instant, c'est qu'il s'agit en réalité d'une occasion en or pour les Saoudiens de rallier leurs alliés au Yémen pour lancer une campagne visant à reprendre Sanaa aux Houthis. C'est le moment idéal pour rassembler l'Islah, les nasseristes, les autres partis politiques du Yémen qui composent le gouvernement, les unir tous sous une même bannière et les envoyer à Hodeïda, au port, pour couper les approvisionnements des Houthis. Et ensuite, depuis Hodeïda, marcher sur Sanaa. La dernière fois qu'ils l'ont fait, en 2018 ou 2019, à Hodeïda, les Américains sont intervenus pour sauver les Houthis. Et l'ONU est intervenu pour sauver les Houthis pour leurs propres raisons. Cela nécessiterait un autre podcast, et peut-être que tu inviteras quelqu'un d'autre pour en parler. Donc les Saoudiens, les Émirats, après Hodeïda, les Émirats étaient du genre « on va pas nettoyer ». La communauté internationale ne nous laissera pas reprendre, tu sais Sanaa. C'était peut-être en 2017 en fait, parce que les démocrates étaient au pouvoir et les démocrates étaient plus ouverts à un accord. Et une partie de leur accord avec les Iraniens consistait à permettre aux proxys iraniens de s'implanter et à fermer les yeux sur le coup d'État qui a eu lieu au Yémen. Les Saoudiens pouvaient rallier leurs alliés. Mais le problème des Saoudiens, c'est qu'ils sont profondément préoccupés par l'islam, qu'ils affirment être associés aux frères musulmans. La raison pour laquelle je dis qu'ils le prétendent, c'est parce qu'à la différence d'autres membres des frères musulmans, Islah a en fait gouverné le Yémen pendant un certain temps. Ils craignent que si Islah arrive au pouvoir, Islah soit plus indépendant que ce que l'Arabie Saoudite est prête à accepter. Et donc les Saoudiens n'arrivent pas à décider qui est pire, Islah ou les Houthis. Et cette paralysie d'ailleurs, c'est ce qui a permis aux Houthis de prospérer au Yémen. Ce n'est pas l'Iran. C'est la paralysie saoudienne quant à qui ils veulent voir gouverner le Yémen et l'incapacité à permettre à un parti quelconque d'aller vraiment vers ça à bas. L'Arabie Saoudite a effectivement cette option et c'est pour cela que les Houthis combattent avec des missiles. Elle a la possibilité de rallier ceux d'Hadramaout, de rallier ceux de Taïz, de rallier ceux d'Aden pour lancer une campagne vers le nord. Et je pense qu'ils pourraient évincer les Houthis de Sanaa. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que l'attaque contre l'aéroport implique qu'il y a une inquiétude que les Houthis puissent être activés par les Iraniens. Je pense qu'à l'heure actuelle, les Iraniens ont dit « n'activez pas encore parce que je veux pas pousser Trump à notre... » Mais les Houthis maintenant doivent se dire « mais si je ne fais rien maintenant, je pourrais vraiment avoir de gros ennuis ici au Yémen. » Que le prince héritier saoudien choisisse de le faire ou non est une autre question, principalement parce qu'il pourrait y avoir un accord s'il marche contre les Houthis. Et voici l'ironie quand on dit que les Émirats arabes unis sont contre l'Iran. Si les Saoudiens poussent les Yéménites à marcher contre les Houthis, à reprendre la capitale et à rétablir le gouvernement reconnu internationalement, les Émirats pourraient frapper l'Arabie saoudite dans le dos en utilisant le Conseil de transition du Sud, les séparatistes du Sud, pour attaquer cette armée par derrière, coinçant ainsi les alliés saoudiens entre les Houthis et les séparatistes du Sud. C'est peut-être la raison pour laquelle à Riyad, certains se posent des questions ou sont profondément inquiets. Mais le point que je veux souligner est le suivant. Pour Riyad, le Yémen est l'épine que l'Iran ne cesse de titiller. Les Saoudiens ont besoin que le Yémen soit libéré des Houthis. Je dis pas cela à cause de Ben Salman. Je n'insinue pas que Ben Salman est qu'un homme bien, mais plutôt que ce sont les Yéménites. J'ai toujours dit que les questions les plus difficiles que je recevais lors des sessions de questions-réponses quand je donnais des conférences en Amérique ou en Australie, c'était à la fin de la conférence, quand des Yéménites venaient me voir, ainsi que des Syriens. Les Yéménites venaient me voir avec les Syriens. Et je me souviens du Yémen. J'étais à Memphis et un groupe de frères et sœurs yéménites est venu vers moi. Ils m'ont dit « Samy, pouvons-nous te poser une question en privé ?» J'ai dit « oui ». Ils m'ont dit « Comment pouvons-nous concilier le fait que l'Oumma célèbre les bourreaux de nos familles au Yémen ?» Est-ce un manque de foi de notre part de vouloir reprendre notre pays et nos maisons à ceux qui ont fait un coup d'État et nous les ont arrachés violemment et militairement? Dans ce cas, nous devrions. En d'autres termes, nous devrions soutenir ceux qui nous ont massacrés? Ou est-ce simplement que l'Oumma ne comprend pas assez ce qui se passe au Yémen, ou ne comprend pas assez ce qui se passe en Syrie? Et je leur ai dit, pour être honnête, l'Oumma ne connaît pas grand-chose des histoires qui se déroulent dans la région. Ce n'est pas grave, je comprends. Vous savez, on a grandi avec Spider-Man, Hollywood, Batman et tout ça aussi. Mais si je souligne ce point, c'est à cause de la campagne saoudienne au Yémen. L'Iran n'est pas la seule menace à laquelle elle fait face. Il y a aussi les Émirats arabes unis.
Parce que si vous contrôlez le Yémen, pensez à cet axe que vous avez sur le détroit de Bab el-Mandeb. Imaginez un Yémen indépendant qui refuse de se laisser entraîner par les Saoudiens, les Iraniens, les Américains ou les Israéliens. Pensez-y, un Yémen indépendant sur le Bab el-Mandeb deviendrait la puissance la plus forte de ce détroit. Plus puissante que l'Érythrée, plus puissante que le Somaliland, plus puissante que les Américains. Et si ce pays est indépendant, imaginez ce que cela représente pour celui qui détient le levier. C'est pourquoi je suis un partisan de la libération du Yémen. Parce que, voyez-vous, même si les Houthis tirent des missiles sur les Israéliens, la paralysie qu'ils ont provoquée au Yémen en menant une guerre contre la population yéménite, à cause de leur conviction idéologique que seuls les Al-Bayt peuvent gouverner, a paralysé le Yémen. Et c'est pour cela que le Yémen est devenu un terrain de jeu pour tous ces intérêts divers, que les Saoudiens choisissent ou non de lancer cette campagne. Je dis toujours que même si le prince héritier saoudien a de nombreuses opportunités, je ne sais pas encore s'il a jamais su en tirer parti d'une manière qui profite réellement à l'Arabie saoudite. Quand il s'est opposé à l'UE, les Turcs et les Qataris, ils ont hésité. Et la raison pour laquelle ils ont hésité, c'est parce qu'en réalité, ils pensent que le Saoudien a une opportunité. Ils pensent que l'Arabie saoudite a des ressources. Ils ne pensent pas que le prince héritier saoudien ait la sagesse nécessaire pour les utiliser. Intéressant. Passons à l'opinion publique américaine. Rahm Emanuel, l'ancien chef de cabinet de Barack Obama, est vraiment dans le camp sioniste, bien sûr, issu d'origine juive. Rahm Emanuel se présente, je crois qu'il est maire de Chicago, et il est allé à Tel Aviv, où il a fait une présentation assez extraordinaire devant le public, disant que l'Amérique et Israël ont toujours eu une relation confortable et établie, mais qu'il est maintenant temps de se séparer. Il est même allé jusqu'à dire que les Américains devraient conditionner la vente d'armes à Israël et que potentiellement les Américains devraient sanctionner Israël pour certains de ses excès. Il a cité les excès dans la région, mais aussi en Cisjordanie. Il a dit aux Israéliens qu'ils devaient commencer à financer leur propre défense et ne plus compter sur l'Amérique. Et il a ajouté que les Américains devraient imposer des sanctions aux colons violents en Cisjordanie. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire pour un homme politique très pro-israélien. Ouais, on connaît son passage sous l'administration Obama et à quel point Obama était pro-israélien. Cela met en avant le fait que l'opinion publique américaine a évolué. Et dans ce discours, il explique que chez les moins de 30 ans, il n'existe plus aujourd'hui une opinion significative en Amérique qui soit pro-israélienne. En fait, on constate qu'elle est plutôt pro-palestinienne. Et au-dessus de 30 ans, l'opinion a évolué dans une direction très très différente de ce qu'elle était avant le début de ce génocide. Donc j'imagine que ma question pour vous serait de commenter le discours de Rahm Emanuel, ce qu'il essaye de faire et s'il y a une motivation politique derrière cela, s'il y a un changement au sein du Parti démocrate et s'il incarne ce changement chez les démocrates. Je veux dire, ce n'est pas un démocrate mandanien, mais malgré tout, il a peut-être compris ce qui attend les démocrates et ce que cela nous dit sur l'opinion publique. Et ça, je pense que tout d'abord, il est important de replacer dans le contexte que Rahm Emanuel veut devenir président. Il veut se présenter comme candidat démocrate. Et c'est pourquoi je pense que ce discours est extraordinaire, car il reflète un aveu selon lequel l'opinion publique a tellement évolué que les démocrates sont désormais obligés d'en tenir compte. Et la raison pour laquelle il faut penser à ce contexte. Chuck Schumer refuse d'en tenir compte. Hakeem Jeffries refuse d'en tenir compte. Cory Booker refuse d'en tenir compte. Et ils essayent activement de saper leur propre candidat, que ce soit Abdullah Saïdé, ils ont essayé de saper Mamdani, ils essayent de sauver la position israélienne à tout prix, même si cela signifie affaiblir leur propre base électorale qui vote clairement pour des candidats anti-AIPAC. Je pense que Rahm Emanuel regarde Chuck Schumer et se dit que s'il continue à ne pas changer de position, alors tout le Parti démocrate est condamné. Donc je vais y aller et je vais être l'intermédiaire entre eux. Je vais reconnaître auprès de la base que oui, c'est vrai. Israël est devenu un paria. Et je vais y aller et admettre très courageusement, en tant que Oram Israël Emmanuel, je vais y aller et dire que c'est vraiment devenu un problème. Mais ce que je ne vais pas dire, c'est que l'avenir nécessite une solution palestinienne. Vous remarquerez que dans son discours, il a blâmé les Palestiniens de ne pas avoir accepté ces accords de paix. Dante. Il essaye essentiellement de dire qu'avant de laisser le curseur aller trop loin, il veut l'arrêter là où il peut. Je peux pas le ramener à ce que c'était avant. Ce soutien indéfectible n'existera plus. Mais je peux faire en sorte qu'on reconnaisse ici que l'opinion publique sur Israël a changé. Non. Nous pouvons accorder une sorte de concession où vous sanctionnez les colons dans les zones que nous n'avons pas encore conquises, pas dans les zones qui ont déjà été conquises par les Israéliens. Ce sera donc cette position intermédiaire. Israël reconnaîtra que ce qu'il a fait était mal.
Il fera quelques concessions symboliques aux Palestiniens, et les Palestiniens diront merci, et la base démocrate ne se retournera pas contre Israël à la vitesse à laquelle elle est en train de le faire aujourd'hui. Cela dit, parce que je pense que c'est ce que Ram recherche. Oui, le fait que Ram le reconnaisse et soit prêt à le dire à Tel Aviv, prêt à risquer le retour de bâton des Israéliens qu'il aime et soutient, montre qu'il croit vraiment qu'Israël traverse une crise existentielle. Il leur dit, les gars, vous ne comprenez pas. Je sais que vous n'aimez pas ce que je vais dire, et je sais que ces choses ne devraient pas être dites à voix haute, mais je dois les dire parce que je pense que vous ne comprenez pas. Si vous continuez comme ça, Israël est fichu. Si vous continuez comme ça, croyez-moi, de notre vivant, l'Amérique ne soutiendra plus Israël. Et sans l'Amérique, c'est fini pour nous. Ce qui rend le discours de Ram extraordinaire, c'est qu'il supplie presque les Israéliens, leur disant « Je vous jure, vous ne savez pas à quel point la situation est grave. C'est une crise existentielle dans tous les sens du terme. Donnez-moi le relais, laissez-moi la possibilité de vous critiquer. Je promets de retourner voir la base démocrate et je promets de les ramener vers vous. Mais il faut que vous me donniez quelque chose ici. Vous ne pouvez pas être aussi absolutiste que vous l'avez été jusqu'à présent. C'est extraordinaire quand on considère la façon dont Israël réagit face à ceux qui critiquent ses politiques. Comment il retire le tapis sous les pieds des candidats qui se présentent. Comment il se retourne contre Trump lorsqu'il conclut un accord et commence à parler de promouvoir Marco Rubio et d'autres du même genre. Comment ils punissent Thomas Massie en dépensant 30 millions de dollars pour le faire tomber. Comment ils ont fait tomber Jamal Bowman pour avoir suggéré un cessez-le-feu et qu'ils perdent dans une course à 14 millions de dollars. Comment ils ont tenu Cori Bush. Les Israéliens ne tolèrent même pas l'idée qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu. Alors que Ram aille les voir et leur dise « Les gars, vraiment vous êtes en train de perdre l'Amérique ?» Le fait qu'ils soient prêts à risquer leur colère en sachant très bien que s'il veut devenir maire de Chicago, il a besoin du soutien de l'AIPAC. S'il veut devenir président, il a besoin du soutien de l'AIPAC. Cela montre à Ram à quel point il considère cette menace comme existentielle. Parce que Ram peut voir ce qui se passe aux États-Unis. Il voit que Maxine Dexter prend de l'argent de l'AIPAC, va au Congrès et qualifie ce qui s'est passé à Gaza d'Holocauste. Elle s'excuse plus tard, mais ensuite elle vote avec le projet de loi de Rachida Tlaib pour qualifier ce qui s'est passé à Gaza de génocide. Et Ram peut voir que Chris Manfield l'emporte sur une plateforme soutenue par l'AIPAC. L'AIPAC félicite sa victoire. Mais lorsqu'il arrive au Congrès, il vote pour la loi Block the Bombs, qui bloque l'envoi d'armes à Israël. Il voit qu'Adam Hawawi, dans le New Jersey, gagne contre des candidats soutenus par l'AIPAC, en tant que candidat anti-AIPAC. Il voit que Malinowski, dont tout ce qu'il a dit était « j'envisagerais de conditionner l'aide ». Et c'était une déclaration tellement modérée, « j'envisagerais de conditionner l'aide ». Et l'AIPAC a lancé un candidat contre lui, et finalement, Lilia Mekia a remporté ce siège à sa place. Mandani est maintenant plus populaire auprès des jeunes juifs que Netanyahou. Et je pense que lorsque Ram regarde cela, il se dit « Écoute, l'Amérique évolue tellement que politiquement, je dois maintenant donner quelque chose à la base démocrate qui laisse entendre que je critique les Israéliens. » Je n'ai pas complètement changé de camp. C'est pour ça qu'il est allé à Tel Aviv. Je n'ai pas complètement changé de camp. C'est pour ça qu'il les prévient. Je ne vais pas interdire l'AIPAC, même si c'est un agent étranger. Mais j'ai besoin que vous me donniez quelque chose. J'ai besoin que vous arrêtiez ce que vous faites à Gaza. J'ai besoin que vous arrêtiez. Enfin, pas complètement. J'ai besoin que vous fassiez une pause. C'est pour ça que je pense que Ram leur demande ça. J'ai besoin que vous mettiez ça en pause parce que ce n'est pas le moment. Parce que trop de gens peuvent le voir sur TikTok, trop de gens peuvent le voir sur Instagram, trop de gens peuvent le voir sur les réseaux sociaux. Les gars, il faut être plus malin en communication si vous voulez faire ce qu'on veut tous que vous fassiez et ce dont on rêve. Mais pour l'instant, je dois vous le dire franchement, vous allez perdre en Amérique. Vous devez mettre en pause le point final. Ce que je dis ici, c'est ceci. Pourquoi Ram fait-il ça? Il sait ça parce que l'opinion publique a tellement changé. Mais elle a changé. Elle a changé parce que les Américains ordinaires n'arrêtent pas de parler du sujet. Et je sais que quelqu'un m'a dit, Sani, à chaque fois que tu parles, c'est tout ce que tu sembles dire. La raison pour laquelle c'est tout ce que je semble dire, c'est parce que même moi, je suis stupéfait de la puissance de ce concept. Parce que tout le monde continue d'en parler, cela reste un sujet tellement important que même 3 ans après le génocide, alors que cela aurait dû s'éteindre, la réalité est que cela influence encore les choix électoraux des gens. Cela influence toujours la façon dont les gens prennent leurs décisions. J.L. Min, tu viens du Royaume-Uni, Keir Starmer a une majorité de 117 sièges au Parlement. Il s'est fait écraser aux élections municipales, non seulement à cause de la montée du parti réformiste, mais aussi parce que des gens, toujours en colère contre lui à cause du génocide, ont choisi de voter soit pour l'indépendance, soit pour le Parti vert. Et il a perdu ses sièges au Conseil. Il a perdu Hackney, il a perdu Lambeth, il a perdu tous ces endroits différents. Et maintenant, il a été renversé par son propre parti, qui n'a pas confiance dans le fait que la majorité de 117 sièges soit suffisante.
Ils pensent que si Starmer continue, non seulement ils perdront la majorité, mais ils perdront le Parlement lui-même. C'est extraordinaire quand on considère quel est le catalyseur de ce pouvoir, quel est le catalyseur de ce changement. Le catalyseur de ce changement, ce n'est pas seulement que les gens s'expriment, c'est qu'ils continuent à le faire. C'est la constance du message. C'est pourquoi Allah dit « rappel », car le rappel est bénéfique pour toi. C'est pourquoi Allah dit que l'acte accompli avec constance, Allah le multiplie. Plus on en parle, plus cela a de l'impact. Au point qu'Aram finit par aller à Tel Aviv pour dire aux Israéliens qui sont en crise existentielle. Ce n'est pas parce que les gens se sont exprimés en 2023, ce n'est pas parce que les gens se sont exprimés en 2024, ce n'est pas parce que les gens se sont exprimés en 2025. C'est parce qu'on est en 2026 maintenant et qu'ils continuent à s'exprimer. Cette constance conduit à cette amplification continue de la voix, si bien qu'on voit maintenant que ceux qui étaient en désaccord entre Harrison et Trump se rassemblent, car ils se rendent compte à quel point cette voix évolue de façon spectaculaire. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire dans le discours de Ram. Ram ne disait pas que c'était un complot d'Erdogan en Turquie. Il ne disait pas que c'était un complot d'Emir Tamim du Qatar, de Ben Salman Al Saoud ou de Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, ou qu'il n'avait jamais conspiré contre Israël, mais ce n'était un complot d'aucun de ses dirigeants. Il a dit, les gars, vous comprenez pas ce qu'il y avait dans votre question. Les moins de 30 ans se sont tellement retournés contre vous. Cela signifie que l'avenir de l'Amérique n'est plus avec Israël. L'avenir de l'Amérique n'est plus avec vous. Vous devez changer. Il ne dit pas que la Palestine doit changer. Vous êtes wow. Vous devez changer rapidement, sinon on est tous foutus. Et je pense que c'est un formidable témoignage du pouvoir des gens ordinaires qui sont mobilisés, ont boycotté, ont manifesté et ont pris la parole. Et je pense que c'est un encouragement pour continuer à faire ce qu'on fait. Je vais finir avec un dicton américain. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Si ça fonctionne, ne demande pas d'alternative. Continue simplement à faire ce que tu fais parce que ça marche. Super. J.D. Vance aussi, après notre dernière conversation, juste après, on a vu J.D. Vance aller chez Joe Rogan et il a parlé très ouvertement de l'influence du lobby israélien en Amérique. Il a aussi prononcé un discours où il a dit qu'Israël devrait arrêter d'attaquer son seul allié dans le monde. C'est le seul allié qui lui reste dans le monde. Il y a évidemment un changement en Amérique et un changement au sein du Parti républicain pour que J.D. Vance dise cela. Donnez-nous simplement votre avis là-dessus. Pourquoi, selon vous, Vance et d'autres membres de l'establishment républicain se sont-ils en quelque sorte retournés contre les Israéliens? Il y a un proverbe arabe, c'est quand on dit quelque chose qui est juste, mais pour une mauvaise raison. Commençons d'abord par la tendance générale, à savoir que les Tucker Carlson et Candace Owens ont changé de position, ce qui implique qu'il y a un changement de discours au sein même du Parti républicain. Oui. Tucker Carlson a ouvertement fait l'éloge de J.D. Vance en disant qu'il l'apprécie. Il semble en effet qu'ils viennent peut-être du même courant selon lequel J.D. Vance croit vraiment, non pas aux Palestiniens, mais à l'Amérique d'abord, et donc qu'Israël va à l'encontre de ce qui se passe en Amérique et qu'il faut donc contenir les Israéliens. Ce n'est pas nécessairement à cause du génocide à Gaza, mais plutôt à cause de l'influence disproportionnée qu'Israël exerce. Sur le plan personnel, cependant, il y a quelque chose qui mérite d'être noté, c'est que si vous remarquez que J.D. Vance est resté relativement discret lorsque cette guerre contre l'Iran a commencé, même si, selon Marco Rubio, ils savaient tous que cela avait été fait à la demande des Israéliens. La prochaine présidence des États-Unis, ou le prochain candidat républicain, sera très probablement, à l'heure actuelle, entre J.D. Vance ou Marco Rubio. Gigote. Vance a hésité dans cette guerre contre l'Iran, à mon avis, parce qu'il n'était pas sûr de la réaction de la base. L'AIPAC est affaibli, mais sont-ils encore assez puissants pour obtenir le soutien de la majorité des républicains à la guerre contre l'Iran? Ou bien Tucker Carlson et Candace Owens sont-ils suffisamment influents pour que le Parti républicain se soit retourné contre les Israéliens? En raison du manque de clarté à ce sujet, J.D. Vance a choisi une politique d'attentisme. Quand il a vu que tout le monde se retournait contre la guerre en Iran, il a laissé fuiter qu'il avait été contre la guerre dès le départ lors de la réunion, pour essayer de dire à la base républicaine « Je ne suis pas associé à la trahison de Trump » dans la mesure où il s'est rangé du côté des Israéliens contre la guerre avec l'Iran. Après avoir promis de ne pas faire la guerre, Rubio a fait tout le contraire. Il a soutenu les Israéliens sans réserve. Et je les soutiens tellement que, parce qu'ils sont mécontents des négociations à Islamabad, même si je suis le secrétaire d'État, je ne vais pas à Islamabad. Parce que je ne veux pas. C'est mon travail, en tant que ministre des Affaires étrangères, d'y aller et de le faire, mais je ne suis pas prêt à le faire parce que je ne veux pas contrarier les Israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils sont mon ticket pour devenir président lors de la prochaine élection présidentielle.
Les Israéliens étaient tellement satisfaits de Marco Rubio que, selon les sondages auprès des républicains soutenus par l'AIPAC, Rubio est de loin le candidat préféré pour se présenter à la présidence. C'est-à-dire, qui Myriam Adelson et les autres sont-ils plus susceptibles de soutenir? J.D. Vance ou Marco Rubio? Ils sont plus susceptibles de soutenir Marco Rubio. J.D. Vance veut devenir président. La manière traditionnelle de devenir président en Amérique, c'est de rendre hommage à l'AIPAC et au lobby israélien pour qu'ils te donnent l'argent et le soutien nécessaires afin de devenir président. Vance, maintenant ce n'est plus envisageable pour lui parce qu'il a hésité. L'AIPAC n'a pas pardonné à Jamal Bondman d'avoir hésité. Ils n'ont pas pardonné à Thomas Mack, mais Thomas Massie, lui, n'a pas hésité. Mais ils n'ont pas pardonné à Jamal Bondman d'avoir hésité. Ils vont pas pardonner à J.D. Vance. Rubio, lui, n'a pas hésité. Nous allons soutenir Rubio. Donc, J.D. Vance ne peut pas accéder aux millions de dollars de Myriam Adelson pour gagner la présidence. Il a besoin d'une source quelque part. Donc, si cette option est écartée, et que je ne peux plus gagner en étant pro-AIPAC, parce qu'il me déteste, je dois tenter ma chance. Je pense qu'il tente sa chance maintenant, même s'il est chrétien. Je pense que le jeu d'argent est haram et aussi interdit dans le catholicisme, ce avec quoi les musulmans sont d'accord, car les musulmans et les chrétiens partagent en réalité plus de croyances communes qu'avec les sionistes. Mais c'est un autre sujet. J.D. Vance tente sa chance et se demande si Tucker et Candace peuvent devenir tellement influents que tout le parti républicain bascule. Et c'est la même chose qu'on a vu chez les démocrates, où des candidats anti-AIPAC gagnent. Je peux gagner en tant que candidat America First anti-AIPAC. Et tu remarques que Trump ne le dit pas, parce que même Trump n'est pas sûr de l'orientation de sa base. Il a dit qu'il est fait J.D. Vance le dit. Et je pense que le fait qu'il lève J.D., Vance fait des déclarations que Trump lui-même aurait normalement hâte de faire, parce que ça fait des gros titres. Le fait qu'il envoie J.D. Vance, c'est parce que Trump lui-même se demande « Est-ce que ma base aime encore Israël comme avant ?» Parce que si ce n'est plus le cas, peut-être que j'ai plus de marge de manœuvre ici contre les Israéliens. J.D. Vance, je pense, teste le terrain parce qu'il n'a plus le choix que de le faire. C'est quitte ou double. Maintenant, je peux plus ménager la chèvre et le chou. Je suis puni. Et c'est pour ça, je pense, qu'il fait ces déclarations. Et le fait qu'il reçoive une réaction positive, le fait que les gens réagissent très positivement ne fera que l'encourager à continuer. Et c'est pourquoi je soutiens que lors de ces élections de mi-mandat, c'est America First contre Israel First. Et lors de la prochaine élection présidentielle, ce sera America First contre Israel First. Lors de ces élections de mi-mandat, c'est America First contre Israel First. Pourquoi? Parce que certains pourraient dire que les démocrates vont gagner et que les républicains vont se faire écraser. Même si les démocrates gagnent, ce sera toujours America First contre Israel First. Parce que les candidats qui pourraient gagner ne sont pas ceux que le camp Israel First, comme Chuck Schumer, veut voir gagner. Ce sont les candidats America First, comme Mamdani, qui vont l'emporter. Chuck Schumer déteste Mamdani. Si un congrès arrive, Chuck Schumer, si les démocrates remportent la Chambre, Chuck Schumer sera quand même furieux si ce ne sont pas les démocrates qu'il souhaite. J'irais même jusqu'à dire qu'il préférerait un congrès républicain Israel First à un congrès démocrate America First. C'est à quel point Chuck Schumer est loyal envers l'AIPAC et le lobby israélien. C'est jusqu'où ça va. Et la preuve, c'est qu'il était prêt. Lui et Trump ont soutenu ensemble Cuomo contre Mamdani, même si la base avait choisi Mamdani. Chuck Schumer s'est allié à Trump contre son propre parti, au nom d'Israël. Cory Booker s'est allié à Trump contre Mamdani, au nom d'Israël. Ils sont partis en guerre contre le Parti démocrate, suggérant qu'ils préféreraient d'abord un républicain Israel First, puis un démocrate America First. C'est à ce point-là. Voilà comment les lignes ont été tracées. Donc, lors de ces élections de mi-mandat, si Abdul Saïdé gagne dans le Michigan, Chuck Schumer dira « J'aurais préféré que le républicain gagne ». Si Adam Ameri gagne dans le New Jersey, il dira « J'aurais préféré que le républicain gagne ». Si Anani Liamegia, Marcin Dexter, Chris Menefee ou Chris Raab remportent la course au Congrès, Chuck Schumer dira « J'aurais préféré que les républicains gagnent à la place ». Ce ne sont pas les démocrates que je veux parce qu'ils ne soutiennent pas Israël de la même manière que moi. Et c'est exactement ce qu'on voit se produire maintenant. C'est ce dont on parle au sein du Parti démocrate. Vance et Rubio en sont l'exemple. Dans le Parti républicain, Rubio s'est totalement aligné avec l'AIPAC et le lobby pro-israélien. Vance dit « Comme ils m'ont tellement trahi et que je n'ai plus aucun espoir avec eux, je vais tenter l'option America First. » Je pense que les Américains auront désormais un choix lors de la prochaine élection. Ce sera peut-être la dernière fois et le dernier gouvernement qu'Israël pourra convaincre de faire son jeu. La Grande-Bretagne. Andy Burnham a aujourd'hui pris la tête du Parti travailliste et va en pratique devenir le ministre est devenu le Premier ministre du Royaume-Uni. C'est une particularité de la Constitution britannique que cela se passe ainsi. Mais il est désormais, en effet, à la tête du Royaume-Uni.
Il a prononcé un discours en ligne, ou plutôt un message en ligne, où il a dit que le Parti travailliste avait agi trop lentement concernant Gaza, et vous savez, il l'a regretté. Et il a estimé que ce qui s'était passé en Palestine, il n'a pas utilisé le mot génocide, il n'a rien dit d'aussi extrême, soi-disant extrême que cela. Mais il a bien dit que c'était une catastrophe humanitaire, quelle que soit la formule qu'il a employée. Donc il y a eu un petit changement. Je veux dire, tout le monde a souligné l'hypocrisie de sa prise de parole et pourquoi il n'est pas allé assez loin. Mais il y a tout de même un changement. Que penses-tu de ce changement d'opinion politique au sein du Parti travailliste, 2 ans après les élections générales, où le Parti travailliste a persisté, malgré la démission de nombreux politiciens du parti, a persisté dans son soutien à Israël. Je veux dire, Keir Starmer était un sioniste convaincu, sans aucun doute. Je pense qu'il y a 2 choses à noter. Tout d'abord, Keir Starmer est renversé parce qu'une majorité de 117 sièges ne signifie pas forcément que les gens t'apprécient. Et on a vu lors de la dernière élection que des circonscriptions où le Parti travailliste avait une avance de 28 000 voix, le Parti travailliste n'a gardé le siège qu'avec environ 500 voix. Ilford North, c'était, peut-être 15 000, 16 000, peu importe où c'était. Au final, West Streeting le remportait avec environ 500 voix, ou 700, peu importe. En tout cas, moins de 1000. Ce qui implique que le Parti travailliste n'a pas gagné l'élection. Ce sont les conservateurs qui se sont effondrés et ont perdu l'élection. Ce sont 2 dynamiques très différentes et bien distinctes. Keir Starmer pensait avoir remporté l'élection et a essayé d'agir en conséquence. Mais il s'est rendu compte lors des élections municipales à quel point les gens avaient vraiment voté pour lui. Parce qu'en réalité, ils ne l'aimaient pas. En conséquence, il a été évincé et le Parti travailliste estime qu'il traverse une crise existentielle. Nous devons le remplacer par Andy Burnham. Andy Burnham regarde la salle et dit « Je sais que je suis pas à l'abri avec une majorité de 117 sièges. Et je sais que nous avons perdu beaucoup de voix dans des régions à cause de Gaza. Mais je ne suis pas non plus convaincu que Gaza soit un sujet qui touche toutes les circonscriptions. Cela résonne dans certaines circonscriptions clés ici, donc je ne devrais pas aller jusqu'au bout. Je devrais faire une partie du chemin afin de reconnaître ces circonscriptions et leur dire « Keir Starmer vous a ignoré. Moi, je ne vous ignorerai pas. » Et donc nous avons mal répondu. Ce qui signifie qu'Andy Burnham reconnaît que l'une des raisons pour lesquelles Keir Starmer a été renversé, c'est à cause de Gaza, à cause du dégoût de l'électorat face au soutien que le Parti travailliste a apporté au génocide. Mais il n'est pas non plus convaincu que ce soit forcément un point de rupture, car les sionistes ont encore une influence significative, que ce soit à travers les médias, la presse et autres. Et Andy Burnham n'a pas encore déterminé qui est le plus puissant entre les 2 camps qui font campagne. Ouais, il y a des manifestations pour la Palestine, mais il y a aussi suffisamment de lobbying pour qualifier Palestine Action de groupe terroriste. Oui, il y a des efforts de boycott et il y a des répercussions lors des élections des conseils locaux. Mais ces élections locales ne montrent pas que ces votes vont à un seul groupe. Ils se répartissent entre différents groupes, indépendants, verts, tous ces autres, etc. Et donc, même si j'en perds certains, cela ne deviendra pas un effort coordonné. Et le meilleur résultat qu'un mouvement indépendant ait obtenu lors de la dernière élection, c'est 5 députés indépendants. Ce qui montre que ce n'est pas quelque chose qui bénéficie d'un élan énorme qui m'obligerait à prononcer le mot génocide. Tout ce que cela m'oblige à faire, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Parce que si j'ai obtenu 32% et Corbyn 40%, cela fait une différence de 8%. Si je dis que nous nous sommes trompés, je récupérerai 3%. Si je dis génocide, je récupérerai probablement 3%. Ça ne sert à rien d'aliéner les 5% qui pourraient me quitter si je prononce le mot génocide. C'est ce que je pense être le calcul d'Andy Burnham. Reform était très haut dans les sondages et ils étaient en train de gagner à Makerfield, où ils ont gagné à Makerfield. Puis Burnham s'est présenté et a battu Reform, démontrant que Reform est un vote de protestation, pas un vote sérieux. Et maintenant, Nigel Farage a des ennuis avec ce pot de 25 millions de livres qu'il a pris. Et maintenant, il essaie de faire ce coup de force à Clacton où il veut démissionner et dire que les gens sont avec lui, alors qu'aucun parti n'est prêt à se présenter avec lui. Il est clair que Reform est en crise. Ce qui va encourager Andy Burnham en disant qu'aux prochaines élections, c'est le Labour qui est perçu comme la seule force capable d'empêcher Reform d'arriver. À mon avis, il est vrai que le Labour est la seule force capable d'empêcher Reform d'arriver. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant pour les 2 prochaines années, c'est de voir quel candidat le Labour va présenter aux élections, étant donné les dégâts et le coup qu'ils ont pris lors de la dernière élection à cause du génocide à Gaza. Vont-ils remettre West Streeting à Ilford North ou vont-ils dire West Streeting, il faut te déplacer ailleurs parce que t'es devenu un paria à Ilford North et on ne peut pas garantir ta victoire, donc il nous faut un autre candidat travailliste, quelqu'un qui aurait peut-être reconnu que oui, c'était un génocide.
Andy Burnham ne le dira pas, mais je laisserai ce candidat député le dire là-bas. Parce que c'est ça qui va me permettre de gagner là-bas. Et c'est là qu'il y a une suggestion ou qu'un scénario potentiel pourrait se produire au Royaume-Uni similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il est très probable que les démocrates arrivent au pouvoir, de la même manière que les travaillistes ont de grandes chances d'arriver au pouvoir lors des prochaines élections. La mobilisation aux États-Unis ne vise pas à créer un nouveau parti, ni à se tourner vers le Parti vert. La mobilisation aux États-Unis consiste à dire que si Chuck Schumer veut des candidats pro-israéliens, nous avons un mécanisme pour faire en sorte que ces candidats perdent les primaires. Et Chuck Schumer n'a alors pas d'autre choix que de les accepter. Donc, si Adam Hamouy gagne la course au Congrès, Chuck Schumer ne peut pas dire « je ne veux pas d'Adam Hamouy ». Il est obligé de serrer la main d'Adam Hamouy et de lui dire « bienvenue au Congrès ». Il existe un mécanisme au sein du Parti travailliste qui ressemble à celui des primaires démocrates, selon lequel la section locale du Parti travailliste peut soit demander un changement de député, soit doit approuver le candidat qui va se présenter comme député en premier. En général, comme les sections locales du Parti travailliste ne s'intéressent pas vraiment au choix du candidat, le siège principal impose son propre favori, et les sections acceptent sans discuter. Mais d'ici 1 an et demi, il est possible que cela change. Aux États-Unis, après les élections, de nombreux musulmans et opposants au génocide ont rejoint les démocrates pour peser sur les débats et participer au processus de réflexion. Il y a une possibilité dans les 2 prochaines années avec cette vague Andy Burnham que ceux qui avaient abandonné le Parti travailliste, qui avaient annulé leur adhésion, reviennent et reprennent leur carte au sein du Parti travailliste parce que Keir Starmer, qui les avait exclus auparavant, n'est plus là pour les exclure. Ils peuvent retourner au Parti travailliste qu'ils avaient quitté. Une fois là-bas, ils participent à ce processus de réflexion. Ils prennent part aux délibérations d'Andy Burnham sur la direction que le parti doit prendre. Il est clair que ça n'a pas marché sous Starmer. Dans quelle direction devrais-je aller ? Ces membres qui ont rejoint le Parti travailliste, et d'ailleurs beaucoup de membres du Parti travailliste le font déjà, diront « Monsieur Burnham, vous n'êtes pas allé assez loin. C'est un génocide. Si vous voulez gagner à Ilford North, il va falloir le dire. Si vous voulez gagner à Birmingham, il va falloir le dire. Si vous voulez gagner à Manchester, il va falloir le dire. » Ce sont des circonscriptions importantes. On dit Burnham, en entendant cela, le fait même qu'il ait fait cette déclaration montre qu'il ressent déjà une certaine pression. Cela signifie qu'il a identifié cela comme un problème. Ce qu'il n'a pas encore déterminé, c'est à quel point c'est un problème. Et c'est pourquoi il existe un scénario potentiel où des gens reviennent au Parti travailliste, rejoignent leur processus de réflexion, et dans leur circonscription locale, lorsqu'ils décident qui devrait être le député de la région, ils se retournent et disent « Nos critères sont très simples. Est-ce que cette personne considère qu'il s'agit d'un génocide ou non ? Non ? Alors nous proposons une motion. Parce que nous voulons que le Parti travailliste gagne, nous proposons une motion pour remplacer ce candidat. » En d'autres termes, il pourrait y avoir, de la même manière qu'il existe un mouvement de primaire aux États-Unis, un mouvement de primaire au Royaume-Uni. Il y a des régions qui ne voteront pas pour le parti principal. Par exemple, je pense à Adnan Hussein, par exemple, à Blackburn. C'est un député indépendant qui est très ancré dans sa communauté. C'est un mouvement indépendant qui restera probablement. Shaukat Adam à Leicester, par exemple, restera probablement. Très ancré dans sa communauté. Ils ne retourneront dans aucun parti. Il pourrait même y avoir quelques autres candidats indépendants qui avancent. Mais je pense que ce que l'on réalise, surtout avec le score du Parti vert qui n'est pas aussi élevé que ce que les gens attendaient, c'est que le Parti vert est composé de membres travaillistes qui étaient vraiment mécontents de la trajectoire prise par Keir Starmer, et il y a une possibilité dans les 2 prochaines années qu'ils reviennent à ce processus de réflexion. Qu'ils réussissent ou non. C'est très différent. Mais il sera intéressant de voir quel député Andy Burnham mettra en avant. Car il dira peut-être jamais ouvertement que c'est un génocide, mais il pourrait le reconnaître implicitement par la façon dont Chuck Schumer fait campagne contre Mamdani. Andy Burnham, au lieu de s'opposer à Mamdani, dit « laissez passer Mamdani parce que c'est, au moins de cette façon, je vois le changement de cap du Labour. » Et je pense que c'est précisément ce qui inquiète profondément les Israéliens. Je ne pense pas qu'Israël s'inquiète qu'Andy Burnham perde les élections. Ce qui les inquiète, c'est qu'il y ait suffisamment de pression au sein du Parti travailliste, de la même manière qu'il y a de la pression chez les démocrates, pour qu'Andy Burnham dise quelque chose que les Israéliens ne veulent pas entendre. La question, à mon avis, pour chaque Britannique qui aime son pays, moi je vais être franc. Je le dis aux gens, j'aime le pays dans lequel je vis. J'aime le Royaume-Uni. J'aime la liberté qu'il m'offre. J'aime l'état de droit. Et c'est pourquoi parfois, quand des gens ici parlent de hijra, je leur dis « je ne quitterai pas le Royaume-Uni. Je suis un citoyen britannique fier. Je condamne ce qui est mal et j'applaudis ce qui est bien. » En tant que citoyen britannique qui croit que nous sommes des ambassadeurs de la justice et de la droiture, en tant que musulman, je pense que nous devons participer à ce devoir dans les 2 prochaines années pour relayer les réflexions d'Andy Burnham et lui dire « Starmer n'a pas seulement perdu à cause de l'économie. Il a perdu parce qu'il n'a pas pu prononcer le mot génocide. » Comme l'a aussi dit Mehdi Hassan dans son interview sur LBC, il doit le dire. Si Andy Burnham le dit, je pense que ce serait un changement énorme au sein du Parti travailliste et il pourrait bien regagner beaucoup de ceux qu'ils avaient perdus au départ. Cette porte devrait rester ouverte avant qu'on ne dise qu'elle doit être verrouillée. La raison pour laquelle la base démocrate vote pour des candidats anti-AIPAC,
c'est qu'ainsi vous avez voyez Jamal Bowman, c'est un très bon exemple. Jamal Bowman a voté pour le dôme de fer, puis quand il a réalisé que le vent tournait, il a dit « je vais appeler un cessez-le-feu ». Parce que la porte est restée ouverte pour que Jamal Bowman puisse faire évoluer ses opinions, il soutient désormais tous les candidats anti-AIPAC. Il parcourt le pays pour les soutenir et les encourager, et c'est une bonne chose. C'est possible, je n'irai pas juste à parler de rédemption, ce n'est pas de ça dont se parle. Je pense que les criminels de guerre devraient être jugés. Keir Starmer doit comparaître à La Haye, tout comme David Lammy, et aussi David Lammy pourrait même perdre son siège à Tottenham à cause de son soutien au génocide. Mais je pense qu'au Royaume-Uni, dans les 2 prochaines années, de la même manière que l'Amérique cessera de soutenir les Israéliens, je pense que de notre vivant, la Grande-Bretagne pourrait enfin rompre avec les Israéliens. Non pas parce qu'ils le volent, mais parce qu'Andy Burnham, qui s'adapte selon le vent, verra qu'il est impossible de gagner une élection ou de gouverner sans prononcer le mot génocide. D'accord. Une dernière question, Samy. Est-ce que t'es heureux, Samy? Je pense que le mot bonheur n'est pas le bon à utiliser. Je suis satisfait, et je vais t'expliquer ce que je veux dire. Je suis satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Je suis satisfait de la façon dont il gouverne le monde. Je suis triste quand je vois le génocide. Je suis triste quand je vois le Soudan. Je suis triste quand je vois les Rohingyas. Je suis triste quand je vois que nous devons nous battre pour des droits fondamentaux. Je suis triste quand je vois qu'un jeune est traîné pour quelques publications, tu sais, qu'il n'aurait peut-être pas dû faire en Australie, mais qu'avec un peu de conseil et de soutien, il pourrait retrouver un meilleur chemin. Et au lieu de ça, les autorités australiennes veulent simplement l'attraper et le juger, lorsqu'elles veulent en faire un exemple. Je suis triste qu'en Amérique, on doive encore expliquer aux gens que le génocide est mal et que l'apartheid est mal. Je suis triste que Ramaphosa, en Afrique du Sud, au lieu de tenir bon et de rassembler sa communauté derrière lui, choisisse plutôt de persécuter les immigrés et d'aller persécuter d'autres petites communautés parce qu'il préfère s'opposer à elles et qu'au lieu de cela, il préfère faire l'autruche face aux Américains eux-mêmes. Je suis triste que, lorsque nous nous réunissons, il faille parfois se battre pour savoir dans quel ordre quelqu'un va parler parce qu'on risque d'offenser quelqu'un d'autre. Dans quel ordre il faut recevoir les organisations parce qu'elles pourraient être offensées? Je suis triste que nous devions peut-être trop réfléchir à cette navigation politique quant à la manière dont nous avançons. C'est triste que, plutôt que de punir les coupables, nous devions créer un cadre où la justice peut émerger. En disant à Andy Burnham, je sais que tu ne peux pas dire génocide, mais on va te pousser à le faire et te laisser la porte ouverte. Je suis triste que lorsque nous regardons ce qui se passe en Palestine, les dirigeants musulmans continuent de refuser de soutenir les Palestiniens et que beaucoup d'entre eux soient encore plus proches des Israéliens que des Palestiniens. Je suis triste que l'Oumma soit capable de réhabiliter ceux qui ont massacré leur propre peuple, comme les Houthis et comme ces milices qui étaient soutenus par les Iraniens, qui ont massacré des musulmans ordinaires au nom d'une idéologie et d'une rancune qui date d'il y a 1400 ans. Je suis triste que nous ne soyons pas capables de saisir la nuance, qu'en réalité je vois encore le sang couler et j'entends les cris de ces familles qui ont été massacrées. Je suis triste que nous ne puissions pas trouver un moyen d'établir aussi ce genre de justice, tout en affirmant en même temps que nous soutenons également la Palestine. Je suis triste que lorsque nous racontons des histoires de l'Oumma que nous sommes censés déjà connaître et avec lesquelles nous devrions grandir, nous ne connaissons pas ces histoires. Non pas parce que ces livres n'existent pas. On n'a jamais pris le temps de les apprendre ou de les lire. On n'a jamais cherché à les retrouver. C'est triste que ceux de Banja Luka, en reconstruisant leurs 18 mosquées, aient dû se débrouiller seuls, car l'Oumma disait « La Bosnie est petite, mieux vaut aller en Turquie, en Iran ou en Amérique avec ses 360 millions d'habitants, car c'est là qu'est le pouvoir. La Bosnie, c'est 3 millions. Qui se soucie d'un tel peuple ? » Je suis triste de voir que lorsque des familles bosniaques essaient de créer des économies musulmanes à Zvornik ou dans d'autres endroits pour les aider à exercer leurs droits au retour, un musulman me dit « Ah Bibi, j'irai en Turquie 2 semaines, mais la Bosnie, j'irai 3-4 jours, Sarajevo et Mostar, et c'est tout. » Ils ne voient pas de but plus grand. Et même quand t'insistes, tu leur dis « Les gars, allez-y, 3h30, c'est un peu trop. » Mais quand il va en Amérique, il fait ce road trip de 8 ou 9 heures de San Francisco jusqu'à Los Angeles parce qu'il veut profiter du Pacifique, de la côte Pacifique, parce qu'il trouve ça tellement incroyable. Alors qu'il se plaint d'un trajet de 3 heures en montagne pour aller voir Banja Luka, aller voir Srebrenica ou aller voir Zvornik et d'autres endroits. Je suis triste que parfois, quand tu t'assois, tu doives comprendre et accepter que le résultat n'est pas entre mes mains. Et ici, je ne remets pas en question Allah subhanahu wa ta'ala, mais je dis plutôt, Allahumma, peut-être que de mon vivant, je ne verrai pas le résultat. Et je dois simplement continuer. Donc, heureux n'est pas le mot, mais je suis satisfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ait pas rendus impuissants. Et je suis satisfait qu'il soit aux commandes. Et je suis soulagé qu'il soit aux commandes. Je suis soulagé qu'il décide de ce qui va se passer ensuite. Je suis soulagé qu'il sache tout ce qui se passe. Je suis soulagé qu'il puisse tout renverser en un instant. Je suis soulagé qu'il y ait la mort dans ce monde, c'est-à-dire que personne ne vivra éternellement et donc que le statu quo ne durera jamais. Je suis soulagé qu'il y aura la justice au Yawm al-Qiyamah,
car ceux qui y échappent dans cette dunya devront se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, je suis soulagé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donné l'histoire de Nuh alayhi salam, comment il a persévéré pendant 900 ans sans pouvoir convaincre toute sa communauté. Alors Samy, ne t'impose pas une telle norme où tu crois devoir convaincre les gens. Dieu merci, le récit de Youssouf nous montre que si aujourd'hui c'est un génocide où il est jeté dans un puits, un conseil de paix à Gaza, où il est vendu esclave, ou s'il est emprisonné par lassitude pour la Palestine, cela n'empêchera pas la victoire de la Palestine. Youssouf sortira en tant qu'Al-Aziz. La Palestine sortira en tant qu'Al-Aziz. Je suis soulagé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donné l'exemple des compagnons de Moussa alayhi salam et des compagnons de Talut, que les compagnons de Moussa ont refusé d'avancer. Alors Allah les a laissés 40 ans humiliés, même si Moussa alayhi salam avait été leur prophète. Mais la génération suivante, avec Talut, quand on leur a donné le même choix et qu'ils ont décidé d'avancer, même s'ils hésitaient, voyant Jalut et son armée, ils ont continué. Il leur dit « Allah est avec nous ». Ils râlent dans la sourate. Pourquoi on fait ça? Talut les met alors à l'épreuve. Celui qui boit toute cette eau n'est pas des miens, sauf s'il en prend juste une poignée. Et ils se retournent vers lui et lui disent « Yani, tout ça, et maintenant tu veux nous dire de ne pas boire d'eau ?» Wallahi, on va boire. Ils vont et ils boivent l'eau. Et Talut, au lieu de dire « on rentre », il dit « Allahumma, c'est toi seul qui peux m'accorder cette victoire. » J'ai agi, ya Rabbi. Ya Rabbi, j'avance avec ce que j'ai. Ya Rabbi, j'ai décidé de me mobiliser avec ce que j'ai et je pense pas que ce soit suffisant. Allahumma, j'ai agi. Mon armée est plus petite, elle est indisciplinée et je n'ai pas les ressources nécessaires. Mais Rabbi, tu m'as fait une promesse et je sais que tu ne faillirais pas à cette promesse. Allahumma, je n'ai aucune idée de comment je vais battre Jalut. Je n'ai aucune idée de comment je vais battre Goliath. Je n'ai aucune idée de comment je vais entrer dans cette terre que tu dis m'avoir promise. Ah là là, j'en ai aucune idée. Je veux que tu saches, Rabbi, que nous avons placé notre confiance en toi. Je mets ma confiance en toi parce que tu m'as fait une promesse. Et waqatala Daouda Jalouta. Un jeune de 16 ans surgit de nulle part avec une fronde, lance cette fronde, Jalut est vaincu. Et Talut, Daoud et Suleyman, alayhim as-salam, établissent un royaume comme il n'en a jamais existé auparavant. Je suis reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait donné cette histoire, parce qu'à travers le chagrin et la tristesse, quand tu te réveilles chaque matin et que je reste allongé la nuit, je me dis quelles autres blagues devrais-je inclure dans mon discours pour qu'ils m'écoutent 15 minutes de plus, afin que je puisse leur montrer les paroles de justice. Quel genre d'histoire devrais-je raconter? Je l'ai mal racontée, celle-ci n'a pas marché. Laisse-moi la corriger. Aram va s'asseoir avec moi et me dire tu sais ce que je pense que tu devrais faire? Tu devrais raconter l'histoire comme ça, ou ainsi. Nadim vient dire frère, tu devrais raconter cette histoire. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu te concentres sur le mauvais groupe de personnes. Il te faut perdre ton temps. Va plutôt voir ces gens-là. Les gars, dites-moi, comment puis-je mieux raconter l'histoire? Que puis-je faire pour vous supplier d'écouter? Pour dire Ya ibadallah, wallahi, nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons agir. Prenez cela au sérieux en écrivant à Hamish Falconer. Nick Ménard m'a écrit Hussam Abou Safia se meurt. Les mots de justice ont lancé une campagne d'email en disant aux gens « Utilisez-la et allez envoyer un email à vos représentants locaux ». Hamish Falcon, en moins de 24 heures, le ministre pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a tweeté et a dit « J'ai reçu le message ». Je parle aux Israéliens à propos de Hussam Abou Safia. Maintenant, il est en guerre avec la presse de droite, Hamish Falconer, parce qu'ils lui disent « Pourquoi avez-vous soulevé le cas de Hussam Abou Safia ?» Il l'a soulevé parce qu'il a reçu 500 000 emails dans sa boîte de réception. Ibadallah, bouge-toi, fais quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question étrange. Quelqu'un m'a posé hier. Samy, tu es content? Et j'ai pensé que c'était une question un peu insensible. Heureux de quoi? Regardez l'état dans lequel tout le monde se trouve. Mais je suis serein. Allah subhanahu wa ta'ala est là. Parce que je crois que le vrai bonheur, c'est quand tu arrives au Yawm al-Qiyamah et qu'Allah te dit « Udkhuluha bisalem » entrez-y en paix. Vous êtes au paradis en paix. C'est ce jour-là que je dirais « Ya Rabbi ». J'ai fait assez. Genre, c'est là que je veux être. C'est fatigant d'aller voir les gens et de leur dire « Ya ibadallah, bougez pour ajouter dans votre livre. Bougez. » Pourquoi tu me contestes à propos d'un tweet? Combien ça te coûte? Pourquoi tu me contestes à propos d'une publication Instagram? Pourquoi tu me contestes à propos d'une publication TikTok? Ça te prend 2 minutes, même si ça change rien. Fais-le au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu me contestes à propos d'un Coca-Cola? Qu'est-ce que ça te coûte de prendre un jus d'orange ou de choisir autre chose? Qu'est-ce que ça te coûte quand tu pars en vacances d'aller 10 fois par an en Turquie et 10 fois en Malaisie? Va voir la Bosnie, au moins une fois. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre ta voiture et de faire 3h30 de route alors que tu vas jusqu'à Dubrovnik pour voir le décor de Game of Thrones?
Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'il faut déplacer des montagnes pour faire quelque chose d'aussi simple, alors qu'Allah a dit « Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah » celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Ibadallah, je comprends la peur. Je sais que vous avez peur. L'autre jour, Samy m'a dit « On m'a présenté comme courageux ». J'ai répondu « Qui est courageux ?» J'ai peur de la suite. J'imagine une grande guerre. Mais ce qui m'apaise et me rassure, c'est que Moussa, paix sur lui, a eu peur. Rabbana innana narfi. En lisant ça, je me suis dit « Moussa avait peur lui aussi. » J'étais heureux à ce moment-là. Je sais, c'est bizarre. J'étais heureux car j'ai vu que la peur dans mon cœur n'est pas une faiblesse, que Moussa, paix sur lui, pouvait avancer. Allahumma arsil ma'i Haroun, mon frère. Ujdud bihi azri wa ashriku fi amri. Qu'il m'accompagne et m'épaule. Emmenons Nadim avec moi en voyage. Il n'y a aucun mal à emmener Youssef avec moi lors des voyages. Qu'il m'accompagne comme compagnon. C'est bon, Samy. Je sais que tu t'inquiètes pour les frontières, mais emmène Nadem avec toi. C'est bon, pas de souci. Même si Allah te protégera à la frontière. Quand Moussa, paix sur lui, se retrouve maintenant devant eux, que ce soit à l'Oxford Union ou en train de leur crier dessus chez Piers Morgan, ou qu'il soit avec eux sur Sky News ou autre, c'est bon, Samy. Moussa, paix sur lui, avait aussi peur. Fa'awjasa fi nafsihi khifata Moussa. Je suis satisfait de la façon dont ce bas monde se déroule parce qu'Allah contrôle tout. Et je suis heureux qu'Allah soit aux commandes. Je suis heureux qu'Allah soit mon Seigneur. Je suis ravi qu'Allah soit mon Seigneur. Je suis ravi qu'il soit si puissant et qu'il rendra la justice. J'ai hâte de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai hâte qu'il lève son voile. J'ai hâte qu'il me regarde et dise aux anges, regardez la créature que j'ai créée. Le Coran lui suffisait pour agir. D'autres personnes restaient assises dans les halls et disaient, à quoi bon? Il ne l'a jamais prononcé de sa bouche. Il n'est pas inscrit dans sa sahifa. L'ange n'a jamais écrit, Samy a dit, à quoi bon? L'ange n'a jamais dit, pourquoi devrais-tu faire? L'ange n'a jamais écrit que Samy a méprisé la personne. Eh bien, quelqu'un dirait, j'ai un projet, je sais pas si vous voyez tous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on vient au début du podcast. Pourquoi restes-tu assis dans les poches? Habibi, je sais pas si je peux être utile, mais utilise-moi. Pourquoi? Pas parce que je me soucie de la personne ou du projet, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si tu fais des efforts, si tu bouges, si tu te mobilises, alors fakana saryuhum mashkura. Allah élève et accorde cette reconnaissance à ce sujet. Je suis satisfait de la dunya. Je suis satisfait de ce qu'Allah m'a donné. Je suis satisfait de la situation, de ce qui se passe. Je suis heureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit aux commandes. Parce que je sais que cela signifie que l'injustice ne durera pas. Je sais que cela veut dire que même si je ne suis pas vivant pour le voir, même si ma génération s'avère être la génération de Moussa alayhi salam, quand Moussa alayhi salam leur a dit de partir, 2 hommes pieux ont dit « Il a raison, suivez-le ». Mais ils ont répondu « Non, nous ne bougeons pas. Vas-y avec ton Seigneur et combattez. Nous, on reste ici. Inna hahuna qa'idun. On va rester assis. » Il y avait 2 pieux des leurs. Ce n'était pas seulement Moussa qui leur résistait. Je me dis, peut-être ya Rabbi, si ma génération est condamnée à l'humiliation pendant 40 ans, fais de moi l'un des pieux, à côté de Moussa alayhi salam, pour que j'entre au paradis malgré eux. Et peut-être que la génération de Talut, quand je la verrai au paradis, Inch'Allah, me racontera une histoire merveilleuse. Ils diront qu'ils n'ont pas grandi avec les récits de Bosnie, d'Ouzbékistan ou de l'Oumma, ni des changements en Amérique ou au Royaume-Uni. Ils diront, on n'a pas grandi avec ça. Mais il y avait le podcast Thinking Muslim. Et c'est là que j'ai appris toutes ces histoires et que j'ai bâti mon identité. Il a fallu 36 ans à Samy pour acquérir cette identité. Grâce à Thinking Muslim, en seulement 14 ans, j'étais déjà calé en politique et histoire musulmane, et sur comment se mobiliser politiquement en tant que musulman. Samy, à 21 ans, n'a pas pu conquérir Constantinople, mais moi, à 21 ans, j'ai pu reprendre Al-Aqsa. Qu'Allah nous réunisse avec le prophète, paix sur lui. Habibi, je suis satisfait et heureux qu'Allah soit aux commandes. Alhamdulillah. Samy, Jazakallah khair, Samy Hamdi. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'au bout me montre que vous croyez vraiment en notre travail. Merci de considérer faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/membership. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses, la possibilité de poser des questions à nos invités, ainsi que des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Samy Hamdi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.